Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Maximilien Cadil de la Prime Squad pour MTG Prime. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle série de vidéos dans laquelle on va essayer de détrôner le roi du format. Alors, comment on va faire pour détrôner le roi du format? On va essayer ensemble, au fil des mois, au fil des années peut-être. Alors j'espère que dans 20 ans, je serai pas encore en train de jouer à Magic, mais bon, on sait pas, hein. On va essayer de trouver des alternatives, des choses qui peuvent se comparer, surpasser le roi du format actuel qui est Aragorn. Même si je sais que c'est pas ce que je dis euh, depuis peut-être 3-4 mois, mais bon, force est de constater que on nous bannit toutes les bonnes cartes, donc le roi du format à la fin, c'est une carte assez faire. Alors, comment on va faire ça? C'est que au fil des mois, donc là ça va être c'est le premier épisode, dans lequel je vais comparer Aragorn avec Marchesa, parce que j'ai pas mal testé Marchesa ce mois-ci, dans le but de trouver une alternative à Aragorn, parce que j'ai évidemment envie d'essayer de trouver quelque chose qui se compare, qui est mieux, pour essayer d'arrêter de jouer ça, mais à chaque fois j'y reviens. Donc ce qu'on va faire, c'est que au fil des vidéos, je vais essayer de trouver des alternatives. Par contre, je vais essayer de me cantonner à des decks midrange bleus, parce que c'est ce que je joue principalement. Dans midrange, je vais inclure, même si c'est pas des decks midrange, je vais inclure les decks tempo, parce que c'est un peu ce qui me caractérise aussi. J'irai pas forcément dans le contrôle lourd, parce que c'est quelque chose que j'apprécie pas spécialement, mais je ferme pas la porte non plus. C'est pas impossible qu'un jour vous ayez une vidéo sur Atraxa ou quoi, hein, mais ou Tivit, ou enfin on s'en fiche, mais vous avez compris l'idée. Mais globalement, ça va être ça. Ça va être d'essayer de trouver des decks midrange bleus, sympas. euh, alors, sympa, non, qu'est-ce que je raconte moi? Pas sympa, puissants, et qui vont pouvoir se rentrer en compétition avec Aragorn. Voire le détrôner. Est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas. Si vous avez des idées de généraux qui sont, à votre sens, très puissants et qui sont capables de détrôner Aragorn, laissez-les moi dans les commentaires. Je vais lire vos commentaires, bien évidemment, hein. Et, euh, et si je trouve qu'il y a des idées qui sont pertinentes, je vais m'empresser d'essayer tout ça. Alors, on va commencer par le début. On va définir ce qu'est un deck midrange ensemble. Alors, un deck midrange, qu'est-ce que c'est? Un deck midrange, c'est un deck qui, contre les decks aggro, va jouer contrôle, et qui, contre les decks contrôle, va jouer aggro. C'est le truc, c'est la définition de base. À savoir, si vous n'êtes pas d'accord avec ma définition de base, sur quoi que ce soit, hein, n'hésitez pas à me le dire pareil. Parce que je vais peut-être pas mourir bête, quoi. Donc, si jamais je suis pas dans la vérité, faut me le dire. Voilà. Euh, donc, ça, c'est la définition de base. Dans notre format à nous, ça va être probablement un peu plus compliqué que ça d'avoir un deck midrange, parce que les decks midrange dans notre format, ça va un peu être des soupes de bonnes cartes, on va dire. Alors évidemment, tu vas retrouver cette idée de tu joues aggro contre contrôle, tu joues contrôle contre aggro. La différence avec les formats 60 cartes, c'est dans les formats 60 cartes, quand tu joues midrange, tu as un sideboard, donc tu peux évidemment t'adapter aux situations. Tu construis ton sideboard pour t'adapter aux situations. Nous, ça va être beaucoup plus problématique. Parce qu'en fait, on va pas vraiment pouvoir s'adapter en fonction du match-up. Il va falloir qu'on joue avec les cartes qu'on a dans notre main deck. Du coup, qu'est-ce que c'est? Comment le deck midrange par excellence, on va dire, va prendre son avantage dans les méta? C'est qu'en fait, justement, comme je viens de le dire, tu vas t'adapter en fonction du méta que tu attends. Aragorn, c'est un assez bon exemple de ça. Je pense qu'Aragorn, c'est typiquement un deck qui peut être tweaké pour battre aggro, tweaké pour battre contrôle. En le disant là, je me rends compte que j'ai pas fait l'exercice, mais ce sera peut-être intéressant dans une future vidéo. Donc ça, c'est la définition du deck midrange. Pour donner un exemple de deck qui n'était pas midrange, mais qui se midrangeisait quand même vachement, c'était Raffine.
Raffine, c'était un deck tempo. Alors, on va faire un truc qui est intéressant, c'est qu'ici, on va définir c'est quoi la différence, maintenant, là tout de suite, entre un deck midrange et un deck tempo. Donc on a compris que le deck midrange, c'est un deck qui va s'adapter en fonction de ce qu'il y a en face. Globalement, un deck midrange, c'est un deck qui va jouer des menaces qui sont pas forcément super cheap, mais pas forcément très chères. Donc on va jouer des menaces de mid-game, type Aragorn. Voilà. Si on prend l'exemple de Raffine à contrario, tu vas jouer, qui était un deck tempo, dans son essence, c'était même encore un peu différent, c'était pas vraiment un deck tempo Raffine, c'était plus un aggro-contrôle, mais qui est un deck tempo, on va dire, pour la vidéo, tu jouais des menaces cheap, et t'essayais de déstabiliser ton adversaire jusqu'à le tuer, tout en évitant le late game. Tu pouvais aller évidemment te battre jusqu'en late game. C'est ça l'essence du deck tempo. C'est que le deck tempo va vouloir prendre le board en early. En gros, le deck tempo va vouloir poser une menace et la défendre en early et la défendre jusqu'à ce qu'elle aille au bout. En général, c'est des petites menaces. Le parfait exemple de deck qui était tempo clairement en duel commander, c'est Yuriko et Drick, par exemple. Raffine, c'était un deck tempo, parce qu'il voulait poser une petite menace et aller au bout, parce que c'était à peu près le but du deck, hein. Mais au fil des impressions et au fil des menaces qui sont sorties, le deck s'est naturellement midrangisé, parce que tu voulais jouer des 4 drops qui étaient broken dans ton plan, et que, en fait, dans un vrai deck tempo, tu joues pas des 4 drops. Tu joues des 1 drop et des 2 drop. Tu vas pas forcément plus loin que les free drops. Parce que ton but, ça va être, par exemple, il y a eu un deck à un pro tour d'une nana, c'était qui? C'était Autumn Burchett, voilà, qui jouait mono bleu tempo. C'était des 1-1 vol avec des curiosités dessus. Et elle tuait à ça. Donc bon. Donc là, on a défini ce qu'on cherchait à accomplir. Donc ça va être le midrange ou le tempo. J'irai pas dans le contrôle lourd, voilà. J'irai peut-être dans l'aggro, on sait pas hein, s'ils sortent un truc pété. Le but, ça va vraiment être de trouver le meilleur midrange bleu du format. Sur ce, alors, dans cette série de vidéos, je vais me laisser... ce qui va être intéressant, c'est que je vais rester assez libre dans mon approche de ce que je... Enfin, dans mon approche globale de ce que je vais pouvoir dire sur la chaîne. Dans chaque vidéo, je vais pas forcément vous parler d'Aragorn, de machin, de trucs, de trucs. Je vais m'ouvrir et je vais avoir plusieurs sujets. Chaque discussion va m'amener à plein de sujets, je pense. Donc, c'est une série de vidéos qui s'écoutera très bien en podcast, je pense. On va voir si vous êtes d'accord sur le fond, hein, mais à mon avis, ça va être intéressant. Ce mois-ci, je me suis penché pas mal sur Marchesa. Alors, on va switcher sur mon navigateur. On va aller voir pourquoi j'ai switché sur Marchesa. Donc, Marchesa, faut savoir que c'est un deck, c'est pas la première fois que je le teste. Je les teste un petit peu cet été. C'était cet été, ou même avant. Je les teste un petit peu avant la CDF. Parce qu'en fait, je me posais déjà pas mal de questions avant la CDF. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour démarrer mes tests? J'ai regardé les listes qui m'intéressaient au départ. Donc, les listes qui avaient perfé sur les tournois les plus gros. Là, c'est plus facile que sur des decks comme Aragorn, parce qu'en fait, t'as pas beaucoup de gens qui jouent ce deck. Je suis tombé d'abord sur une liste de Kylian, donc Kylian que je connais, à qui je passe le bonjour. Donc Kylian, il a la fâcheuse habitude de jouer pas beaucoup de terrain. Moi, je me dis, mais je sais pas comment ça marche, mais pour lui, ça marche, parce que, putain, il y arrive. Alors, Kylian, on voit que dans sa liste, il a quand même là, spécifiquement, ce dont on parlait tout à l'heure, une approche très tempo. C'est-à-dire qu'il a des bêtes qui coûtent pas cher, de l'interaction, et il va au bout avec ça. Euh, Ici, vous voyez dans le deck de Kylian qu'il n'y a pas de 4 drop. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est pas un 4 drop. C'est pas un spell de late game, on va dire. Ça non plus. Ça non plus. Le spell le plus late game qu'il y a enfin, la créature la plus late game qu'il y a dans son deck, c'est probablement ce truc-là.
Euh, donc là, on voit qu'il, lui, il a une approche où il joue pas beaucoup de land, mais ça, c'est un peu sa marque de fabrique, si on le connaît un peu. Il joue les cantrips. Et on va revenir sur les cantrips parce que maintenant, j'ai joué des cantrips ce mois-ci. Ouais, je sais, faites-moi un procès, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, il joue des cantrips, il joue un Jace de l'ancien temps, qui je pense est toujours une très bonne carte, très sous-estimée, hein. Mais en gros, son approche... Donc voilà, en fait, c'est marrant parce que ce Jace, c'est quand même un peu... ça définit un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les decks se midrangisent. Et que c'est complètement le cas. On voit ce Jace, c'est clairement une carte qui va... c'est un fort drop qui va avoir tendance à midrangiser ton deck. Évidemment, quand je dis ça, faut le prendre avec des pincettes, hein. C'est pas genre... maintenant, t'as un deck midrange. Wow, 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 wow. Non, non, non. C'est un deck tempo, son deck. C'est juste que il va jouer des choses. La nature du format fait que tu joues des cartes qui sont pas forcément dans ton plan, parce que si tu joues que des cartes qui sont dans ton plan, tu joues des drouilles. Donc t'as pas envie de jouer des drouilles, t'as envie de jouer que des cartes efficientes. Jace, c'est encore et toujours, même s'il y a des gens qui disent qu'il est mort, une carte incroyable. Donc il y a ce plan-là, qui me plaît bien, mais je me dis, j'ai pas envie de tester ça, il n'y a pas assez de land. Derrière, donc je vais sur la liste de monsieur Anthony Vassaturo, que je ne sais pas qui c'est, mais qui m'a l'air vachement plus stylé, dans ma tête à moi, hein, de joueur de midrange, typiquement, où il a 38 landes. Alors il y a ce Tectonic Edge duquel on reparlera là, parce que il m'a causé des problèmes. Et où là, en fait, il joue des spells un peu plus impactants. Alors, pas un peu plus impactant, non, pas un peu plus impactant, mais un peu plus... Il a une decklist un tout petit peu plus lourde, on va dire. Il a moins de cartes qui vont être un peu agressives, il a des cartes un peu plus midrangesques, chez Oldred, Pyrogoyf, Flamtongue qu'a vu. Alors ça, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, bon, ok. Il est bloqué en 2010, le mec, ou 2000 même, hein, mais vas-y, tranquille, on fait avec ce qu'on a. Et du coup, cette liste-là, elle me plaît bien parce qu'en fait, il y a. En gros, c'est une soupe midrange, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, où il y a que des bonnes cartes, on va dire. Il y a un Murktide, il y a un Oculus, il est sur le plan Yard. C'est moins choquant le plan Yard avec Marchesa, vu que Marchesa, elle fuel ton Yard. D'ailleurs, j'ai pas parlé de ce qu'était Marchesa, mais ce que fait Marchesa, mais je pars du principe que vous connaissez un peu les cartes. Du coup, ou si vous les connaissez pas, je vous incite à aller les regarder sur le Gatherer, hein, Marchesa. Le but, c'est de commettre des crimes. Le crime, c'est quand on target un adversaire avec euh, un adversaire, quelque chose qu'il contrôle, ou un cimetière, ou dans leur cimetière, c'est un crime. Et si on paye un, on peut regarder les deux cartes on peut faire une passe-passe sur le dessus de notre bibliothèque. Voilà. Euh, et du coup, cette liste-là, elle me plaît bien. Il joue les cantrips, il joue Mystical Dispute. On va reparler de tout ça, hein, de Mystical Dispute, des cantrips. Là, je pars dessus un peu en survolant parce que c'est pas la liste que je veux montrer, parce que j'ai fait quelques changements dans sa liste du coup. Parce qu'il y avait des trucs qui, après le premier test, me paraissaient un peu lourds, quoi. Mais bon. Il joue Itération, les cantrips, il joue ces spells d'elves là qui sont quand même vachement lourds, j'ai trouvé, qui étaient vachement lourds. Il joue Ghost Vacuum, Scrabbling Claw, les trucs qui arrivent à comboter, qui font la micro-synergie crime. Donc, je me dis, cette liste-là me plaît bien. Je vais commencer à la tester. Donc, je commence à la tester telle qu'elle. Je crois que la seule chose que j'ai faite au début de mes tests, alors je sais pas parce que je garde pas les itérations des listes, mais je crois que la seule chose que j'ai faite, ça a été genre de retirer. J'ai retiré quoi? Je sais plus ce que j'ai retiré. J'ai retiré un truc pour mettre une fable du brise-miroir. Genre j'ai retiré. J'avais envie de tester Cavu parce que je me disais c'est quand même incroyable que le mec il joue Cavu en 2025. Je crois que j'avais enlevé le Breacher parce que bon, le Breacher on sait que c'est fort, c'est fini. J'avais mis une fable. Et puis le Breacher c'est un peu moins fort dans son deck que dans Aragorn. Donc, on arrive à la liste à laquelle je suis arrivé. Sachant que cette liste à laquelle je suis arrivé,
Je vais vous la donner évidemment dans les commentaires. C'est pas forcément une liste que je recommande de jouer en allant, going forward, on va dire. J'ai le terme en anglais, c'est fou, je l'ai pas en français, mais bon, bref. Typiquement, premier truc que monsieur ne joue pas, ce truc-là. Kaito, Bane of Nightmares. C'est complètement craqué cette carte, c'est une carte qui a fait son chemin jusqu'en Legacy. En jouant avec, on se rend compte que c'est complètement fumé, hein. Donc je vais définir ce que fait la carte parce que c'est une carte qu'à mon avis peu de personnes connaissent. Donc c'est un Planeswalker qui a Ninjutsu. Donc Ninjutsu on présente plus la capa, hein, ça a été sur des staples du format, des généraux bannis machin. Donc c'est un drop 4 qui a Ninjutsu pour 3 mana et qui, pendant votre tour, est un 3-4 ninja créature avec Hexproof. Donc qui peut attaquer. Plus 1, vous mettez un emblème, tous les ninjas que vous contrôlez gagnent +1/+1. Le 0 surveille le 2. Ensuite, vous piochez une carte pour chaque adversaire qui ont perdu des points de vie ce tour-ci. Donc, en général, une, là. Hein. On va pas faire... sinon, c'est pas possible. Et le -2, c'est qu'on engage une créature, on met 2 compteurs stun dessus. Les compteurs stun, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas beaucoup joué avec, c'est à l'entretien du joueur, le joueur retire un compteur stun et la créature n'est pas dégagée. Et si on peut... En gros, si tu peux plus retirer de compteur stun, tu la dégages. Voilà. Cette carte-là, c'est une carte qui est vraiment, vraiment très, très, très puissante. Ce qui m'a poussé à vouloir tester Marchesa et in fine un autre deck dont je parlerai plus tard, c'est cette carte. J'avais envie de jouer avec cette carte. Si vous voulez tester des itérations de Marchesa plus tard, jouez ce truc, c'est vraiment très, très puissant. Ensuite, donc on a une suite de créatures mid-range. Il n'y a plus de Kavu ici. Il y a un Chaos Defiler. Est-ce que... Je sais plus s'il listait Chaos Defiler. Oui, quand même, il listait Chaos Defiler. Et il y a les 2 drops qui synergisent avec le Yard. Quelque chose que j'ai modifié dans sa liste, c'est que j'ai retiré le Hullbreacher, j'ai mis un Tishana parce que dans ma tête, il n'avait effectivement pas de Tishana. Donc j'ai pas fait beaucoup de modifications à sa liste. Hein. J'ai la suite de tous les rituels qu'il jouait. Ici... On va en reparler. J'ai pas fait non plus énormément de changements. J'ai rentré une misdirection. J'ai rentré un pyroblast. Parce que, en fait, mon but, c'était vraiment de réussir à combattre les decks bleus. On va parler des decks bleus, de combattre les decks bleus plus tard quand je vais aborder le sujet d'Aragorn et de pourquoi ma liste d'Aragorn a changé depuis le mois dernier. Mais en gros, mon but, c'était vraiment de battre les decks bleus. À ce titre, au jour d'aujourd'hui, ça fait peut-être 2 mois et quelques que je teste Misdirection dans mes decks. Plus sur Modo qu'en tournoi, parce que j'en étais toujours pas sûr en tournoi. C'était évidemment Alex qui m'avait mis un doute sur la carte. J'avais pas de doute depuis tout ce temps, mais qui m'avait fait douter parce que lui, il le jouait dans les Ovold depuis un moment et il dit que c'est bien, que c'est à double tranchant, mais que c'est bien. J'ai eu vraiment beaucoup de setup où la carte était inutile et où j'avais l'impression de piocher une pochette vide. Je pense que dans le futur, je ne jouerai plus jamais la carte, à part s'il y a une synergie de dingue avec le général, dans laquelle je mettrai ça dans le deck. Voilà. Et du coup, j'ai globalement fait ces changements-là. J'ai testé ce deck. Je vais pas m'étaler hein, sur la liste. C'est une liste un peu souple. Elle sera dans les commentaires. Il n'y a pas besoin d'en faire, à mon avis, toute une histoire. Il n'y a que des bonnes cartes, il y a toutes les cartes très obvious. Typiquement, si on peut faire une petite comparaison, j'ai cuté son Ghost Vacuum parce que je trouvais ça très fort, Scrabbling Clause, le fait que ça puisse trigger les crimes avec Marchesa. Avoir plusieurs itérations que ça, j'ai trouvé que c'était un poil too much parce que ça arrive dans des games que t'en pioches 2. Quand tu te retrouves à piocher les 2, t'as un peu l'impression d'avoir un peu du vent dans la main, quoi. Ça a été quoi mon feeling globalement sur ce deck? Parce que c'est ça un petit peu ce dont j'ai envie de parler. Donc tout ce qui m'a amené à tester ce deck, c'est que je me suis dit, ok, t'as une 3-4 pour 3 mana.
Cette 3-4, elle a pas le défaut d'Aragorn qui fait que si elle se fait gérer instant et ensuite tu te prends une pêche, t'as quasiment perdu la partie. Du coup, potentiellement, c'est très fort. Je pense que le général est très bon. Je pense aussi que le général a un ceiling de... Comment on va dire ça? Nécessite beaucoup de skill pour être joué. Savoir quand ne pas faire passe-passe et ne pas payer ce 1 mana qui est quand même très juicy, ça peut être très tricky. J'ai perdu une game un moment sur Modo où je fais passe-passe et en fait 4 mana plus tard j'ai plus assez de mana pour gagner. Enfin pour gagner, pour pas perdre plutôt. Alors évidemment, hein, je suis pas le meilleur joueur du monde, hein, mais ce que je veux dire c'est que il faut penser à beaucoup de choses quand on joue ce paquet. La deuxième conséquence, enfin la deuxième conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que ce deck a beaucoup de mal contre les decks contrôle. J'ai perdu beaucoup de parties, alors peut-être dû à un skill issu, hein, mais j'ai perdu pas mal de parties contre les decks contrôle, notamment à Emrakul, parce qu'en fait, contrairement à Aragorn, typiquement, parce que c'est là la comparaison qu'on va faire, hein, ton Aragorn, il passe une fois entre les mailles du filet, la partie est pas gagnée, mais t'es propulsé devant d'une façon assez folle. Là, ta Marchesa, il faut qu'elle stick, parce que sinon, tu vas pas faire de CA avec. Donc t'essayes de pallier à ça en jouant la soupe de bonnes cartes et des cartes qui font du CA, typiquement sur rançon et itération. Itération sur laquelle on reviendra hein, quand je parlerai d'Aragorn. Mais à mon sens, c'est pas assez parce qu'en fait, t'as très peu de bêtes malgré tout. Hein. T'arrives pas à mettre une cloque qui est une cloque assez stable et t'arrives pas à faire le CA pour tenir le late game. Si ton général stick pas, évidemment. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait que contre les decks contrôle lourd, en fait leur plan contre toi ça va être de garder ta Marchesa à bay et d'aller tuto leur Emrakul et de te défoncer avec. Il y a quand même beaucoup de decks contrôle, je trouve, entre Tivit, Atraxa, entre guillemets Aragorn, mais Aragorn ça va plus être un duel de midrange, mais on va considérer que c'est un peu un deck contrôle. Donc je pense que ces match-up là sont... Enfin, dans ce match-up là, typiquement, c'est un peu un deck contrôle dans ce match-up là. Je pense que ces match-up là sont très difficiles. Ensuite, là où ce deck va, je pense, briller, c'est typiquement contre Reanimatu. Parce que, intrinsèquement, t'es poussé à jouer des cartes comme ça. Comme Scrabbling Clause, Cling to Dust. Tu vas jouer peut-être plus de Scrabbling Clause que une. Tu vas avoir Animate Dead dans ton deck. Donc contre ce genre de stratégie, si ta méta elle est remplie de ce genre de stratégie, c'est probablement un très bon pick parce que tu vas avoir naturellement un match-up qui va être bon contre ces decks-là, vu que tu peux aller tuto tes réponses et aller à moitié réanimer ce que lui il fait. Contre aggro, je pense que t'es typiquement, c'est là que en fait t'as ce qu'il faut pour tenir aggro, mais ton général fall short contre aggro parce que juste Aragorn c'est mieux, ça a le lien de vie. Enfin, une fois que ton Aragorn passe un tour, tu vas gagner parce que ben tu mourras plus jamais. Ta Marchesa passe un tour, tu vas peut-être piocher des cartes, mais tu vas peut-être perdre quand même parce qu'en fait t'as pas gagné de PV. Et c'est là qu'Aragorn est vraiment très fort, c'est que ben Aragorn c'est un package quoi. C'est genre tu gagnes des lives contre aggro, tu pioches des cartes contre contrôle. Il n'y a pas de phase d'attaque. Enfin, c'est quand même un sacré pâté qui fait beaucoup de choses pour son coup en mana malgré tout. Je me souviens la première fois que j'ai joué un Aragorn en tournoi, c'est le fameux tournoi où je perds la finale contre Elliot Dragon là, en faisant n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, genre je caste pas mes spells, je fais n'importe. Et en fait, à la fin de la journée, c'était genre juste après le ban de Raffine, et à la fin de la journée, je dis à mes gars, oh, c'est une sacrée patate ce truc quoi. Genre, c'est un sacré bestiau, quoi. Donc voilà. La conclusion de ce fameux deck Marchesa, c'est que, pour la suite, c'est quoi ma conclusion pour la suite? Ce que je ressens vis-à-vis de tout ça, c'est que la version de Killian, qui était un petit peu plus agressive, donc clairement plus tempo,
avec des plus petites bêtes, mais pas forcément beaucoup plus de bêtes, typiquement, hein. Ça me paraît être une direction qui est plus sensée et qui va plus dans le sens de Marchesa. Parce que typiquement, les couleurs Grixis, ça va être des couleurs où tu vas avoir des Lightning Bolt et de la disruption. Je pense que c'est le genre de deck où, vous voyez, typiquement, j'avais fait le choix de ne pas jouer de discard, suite au deck du monsieur, là, où il n'y a pas de discard dans son deck. Je pense que c'est le genre de deck où, en fait, tu veux jouer plus tempo, et tu as envie de mettre la pression à ton adversaire. À mon avis, la discard, c'est bien, parce que la discard, ça te permet de passer ta Marchesa. À mon avis, tu as envie de jouer plus de bêtes que ça, parce que tu as envie de mettre de la pression à ton adversaire. À mon avis, c'est un deck qui est très, très manavore. Le problème de ta Marchesa, c'est que dès que tu vas commencer à commettre des crimes et à vouloir payer pour tes crimes, il va falloir beaucoup de mana. J'ai le sentiment, alors je dis n'importe quoi, mais j'ai le sentiment, les Nantais viennent de se lever dans la salle là, mais j'ai le sentiment que jouer des cailloux dans ce deck, ça peut être bien. J'ai envie d'avoir du mana pour payer pour mes crimes. J'ai envie d'avoir du mana pour recaster ma Marchesa. J'ai envie de jouer beaucoup de terrain. La première itération que j'avais buildée à la fin de... enfin, avant la CDF 2025, je jouais à peu près 43 terrains, un truc comme ça. Je sais pas si je peux la retrouver. Donc j'avais 39 terrains avec les MDFC, donc c'était après la CDF, hein. Et j'avais les 3 cycleurs. Donc j'avais 42 landes. Et j'avais le cachet, non? C'était quoi mon 43e land? Bon, je sais plus. Mais j'avais un petit peu testé ça aussi. La liste était clairement moins bien que celle que j'ai testée que j'ai testée là récemment. Mais pour la suite des événements, si vous voulez tester Marchesa, je pense que c'est un deck qui a les pieds bien accrochés en DC. Ce sera pas mieux qu'Aragorn. Parce que typiquement, le problème que j'ai trouvé aussi aux couleurs Grixis, c'est qu'en fait, avec G-Sky, on te propose n'importe quel permanent, tu vas pouvoir t'en débarrasser sur le board. Avec Grixis, c'est beaucoup plus compliqué. Typiquement, les enchantements, c'est hors de ta reach. Les artefacts, il faut jouer des cartes spécifiques qui aujourd'hui sont plus très efficientes. Le seul truc qui fait ça dans ton deck, en fait, c'est Chaos Defiler. Et c'est franchement pas assez parce que c'est une interaction qui coûte quand même un peu cher. Évidemment, Chaos Defiler, c'est pété. Tu joues noir-rouge, tu le joues. Mais la seule chose qui fait ça dans ton deck, c'est Chaos Defiler. C'est pour ça que j'aime beaucoup Brazen Borrower en DC. C'est parce que Brazen Borrower, c'est un catch-all, ça attrape tout. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de carte que tu joues dans ton deck parce que t'as pas de sideboard. Donc globalement, c'est ça. Les cantrips ont été bons. Itération a été bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ghostfire Slice a été vraiment pas mal. C'est pas une inclusion que j'ai faite dans Aragorn, mais c'est une inclusion que je pourrais faire dans Aragorn. Je pense que typiquement, jouer ce genre de carte, ça te pousse à vouloir être agressif. Aragorn, c'est pas forcément un deck qui a envie d'être agressif. Donc, mes conseils, c'est, je vais pas tous les réénumérer, mais le conseil numéro 1, c'est je pense si vous voulez builder Marchesa, faut un plan proactif. Typiquement, un plan tempo. Je pense que même si ton général met des cartes dans ton cimetière, tu joues pas ces 2 cartes-là, parce que c'est des cartes qui sont trop lentes. Voilà. Je ferme la page sur Marchesa. Et maintenant, on va passer à Aragorn. Alors, Aragorn. Mon cher ami Aragorn. Donc, suite à la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai joué ce fameux tournoi, et je l'ai gagné. Alors j'étais très heureux de ce résultat, après ça reste un tournoi 32 joueurs, mais j'étais très content du résultat. Je crois que j'ai joué la liste que je vous avais donnée à l'époque. Globalement, le deck s'est plutôt bien comporté. Qu'est-ce que je peux dire? Ocelot Pride, c'était vraiment insane. Incroyable. Archivist of Ogma, ça a été aussi très impressionnant. En général, Archivist, ça fait du 2 points. C'est-à-dire que ça me faisait, globalement, toutes les games où je l'avais, piocher au moins une carte. Quand ça me faisait pas piocher une carte, ça se prenait un removal, et c'était franchement déjà assez bien, parce qu'en fait, dans ton plan flash, entre guillemets, de deck bleu, quand t'as pas de rien à contrer, tu joues ce truc-là, et franchement, c'est une plaie pour l'adversaire, malgré tout. Suite à ça, j'en avais parlé sur Discord, mais
parce qu'on m'a posé la question, mais suite à ce tournoi, je me suis séparé du plan Graveyard, du coup, de Oculus et Murktide, Oculus qui était une brique plusieurs fois dans mes mains. Je pense que faut trop de support pour jouer cette carte. Ça me rend très malheureux parce que je pense que c'est très puissant, mais voilà. Et en fait, je me suis dit, quitte à faire ça, Murktide m'a collé à la main 2 3 fois. C'était un dragon pour 4 mana, pour 4 mana, 5 mana, même 3 mana des fois, et en fait c'était trop. J'avais besoin de baisser ma curve en fait, simplement. Et je pense que depuis que j'ai fait ça, je suis beaucoup, beaucoup plus content de mon deck Aragorn. Une autre carte que j'ai testée à ce tournoi, je n'en avais pas parlé dans la dernière vidéo, mais qui a été assez impressionnante, c'est Occulte Epiphany. Occulte Epiphany, j'y croyais pas trop, j'ai testé, j'ai fait des allers-retours, et en fait, donc je reviens au début de la vidéo où je parlais des decks mid-range et comment tu vas justement essayer de filtrer tes mains pour avoir pas des Flame Slash qu'on contrôle et pas, je te dis n'importe quoi, mais des Teferi Hero of Dominaria contre aggro. Et ben c'est en lootant. Et ce genre de carte qui pose une 1-1, qui pose 4 1-1 et qui te fait looter, c'est vraiment excellent parce que typiquement dans les match-up contrôle, ça va te permettre de défausser tes Galvanic Discharge, tes Unolith, tes cartes qui sont pas bonnes quoi. Et du coup, ces cartes-là, comme c'est quoi l'autre par exemple que j'ai trouvé, qui lootait, que j'avais dans mon deck, comme Fable typiquement, mais Fable tu le joueras quoi qu'il arrive, mais ces effets de loot là sont vraiment très très précieux dans le format je trouve, dans les decks soupe un peu comme ça là, parce que ça te permet vraiment de filtrer tes mains en fonction de ce qui va se passer. J'y croyais pas trop. Typiquement Malcolm que j'ai cuté à un moment. Hein. Alors typiquement pour ce tournoi, j'ai pas trouvé de Malcolm, j'étais très malheureux, j'ai joué Felia qui était average. C'était ça l'histoire, hein. C'est ouais, j'avais pas de Malcolm, machin. J'ai fini par pas trouver de Malcolm. Felia c'était average, mais ça a fait son job en tant que 2-2 flash. Donc bon, c'est 2-2 flash avec upside. Ok, on en est là. Felia, ça prendra peut-être un jour la porte, je vous le dis. Mais pour l'instant, c'est une assez bonne carte pour que ce soit présent. Et le reste, c'est du connu et reconnu. Pas d'empereur sur ce tournoi. Empereur, c'est une carte qui fait des allers-retours. On va y revenir. Suite à tout ça, donc je vais peut-être repasser en facecam pour ça. Donc ce tournoi, qu'est-ce qui se passe C'est que c'est un tournoi 32 joueurs. Il y a 5 rounds, si je dis pas de bêtises. Non, il y a 6 rounds. Bref, je sais plus. Je fais X0 et je peux faire double idée. Je fais X0 et je fais double idée. Je joue typiquement contre des Aragorn, des Satya. J'ai plus tout dans la tête parce que j'ai pas noté, mais beaucoup de decks bleus. Le seul deck bleu... Ah, des Phrasios Timna. Donc je fais 4 rounds, c'est ça. 4 rounds double idée. Donc c'est Aragorn, Satya, Thrasios Timna, re-Satya. Ensuite, je fais double idée. En quart de finale, je joue contre Rafik. Bonjour à lui. Qui joue Thrasios Timna. Thrasios Timna, un match-up que j'avais pas trop joué jusque-là, qui je pense est pas forcément à la faveur d'Aragorn, parce que c'est assez complexe comme match-up. Il faut surtout pas... t'as pas envie de te tap out pour que lui parte en combo, mais il y a des moments où t'es vraiment obligé de te tap out. Un pattern que j'ai remarqué dans ce match-up-là, c'est que typiquement, quand il a des... comment dire, t'as pas forcément envie de jouer ton roi dans ses elfes parce que ces elfes peuvent te reprendre le monarque. La problématique, c'est qu'il y a pas mal de setup, j'ai le sentiment, où en fait tu te retrouves à être obligé de jouer ton roi parce que si tu lui laisses plus de temps pour trouver des choses, il va justement te tuer. Donc en fait, je me suis retrouvé dans plein de setups contre Rafik typiquement, enfin plein, 2, 3. Mais en fait, où même devant du board, je slamais mon roi T4 et c'était vraiment le winning play quoi. Donc c'est un match-up qui est assez tricky, je pense qu'il faut vraiment, qu'il faut vraiment le bosser. En demi-finale, je joue contre un Sheoldred mono noir, que je défais, et en finale, je joue contre Atraxa, qui est un match-up qui est pas spécialement complexe pour Aragorn, mais qui peut vite tourner au vinaigre et a toutes les armes pour que ça marche. Et donc,
À la fin de ce tournoi, je suis content de ma liste, je suis content de ma win. C'est un peu la remise en selle pour moi, hein, clairement, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de tournoi à ce moment-là, et après ma fameuse performance aux Zap. Et je me dis, je me questionne, et donc du coup on y vient à... Je me dis, mais attends, mais... je vois Alex qui gagne le fameux CR, là, encore une fois, avec son Léovold. Et je me dis, mais putain, c'est chaud quoi. Le mec, il a un win rate impressionnant avec son deck anti-bleu. On va voir si on peut pas améliorer Aragorn et avoir un meilleur feeling en suivant un peu ce qu'ils font. Et en fait, au-delà de ça, je tombe sur ça aussi. C'est-à-dire que il y a ce fameux pattern un peu anti-bleu avec de Alex qui a un win rate super impressionnant. Et ensuite, je tombe sur les listes de Noam. Euh, je pense que si je prends la liste de Carbozo, c'est une liste qui se ressemble quasiment parce que il est là, Noam, voilà. Je tombe sur cette liste et je me dis, alors on va pas forcément regarder la liste, mais il y a 10 bêtes, c'est un hard control, entre guillemets, et t'as des mystical disputes, et t'es un peu tweaké pour battre bleu aussi, parce que t'as la discard, euh, t'as la combo, t'as pick, le fameux pick de Alex, t'as des cantrips. Je me dis, bon, ces mecs-là sont plus forts que moi, ils savent ce qu'ils font. Alors à ce moment-là, moi je me dis, bon, je suis un peu dans une impasse avec Aragorn malgré tout, parce que j'ai quand même l'impression qu'on peut faire mieux avec Aragorn et j'y arrive pas. Je vais essayer leurs astuces. Leur astuce, c'est quoi? Alors typiquement, Noam, la Nanglar, qui joue le plan, le yard, hein. Mais quand t'as un GG qui remplit le cimetière et plein de cantrips, genre vraiment plein de cantrips, genre il y a Pique, il y a Consider, enfin il est à un niveau où il joue vraiment plein de cantrips là. J'en ai pas mis autant dans Aragorn. C'est probablement ok. Donc on va couper là-dedans et on va arriver à Blue Sky Midrange. Alors, on a le Teferi et on a cuté des cartes un peu partout dans ce deck. Et là, je vous vois déjà hurler: ah, il n'y a plus mer des runes, machin, t'es un extrémiste. Il fallait que je cut quelque part, les gars. Fallait que je cut. Fallait que je cut. J'ai pas le choix. Et ouais, j'ai cut mer des runes, mais j'ai laissé archiviste. Parce que archiviste, ben, c'est fort contre les decks bleus. Tu vois genre, Et donc, on en est là. On n'a plus que 18 bêtes. On a coupé dans les bêtes. Mais c'est pas forcément un problème pour Aragorn. Jusqu'ici, ça n'a pas été un problème pour Aragorn. On verra, hein, mais ça n'a vraiment pas été un problème. On a toujours Stoslot Pride, parce que Stoslot Pride, c'est un drop à 1 qui gagne la partie, mon pote. C'est aussi facile que ça. On a toujours Stajani, parce que, comme dirait le youtubeur Parole, là, c'est une carte cassée, donc tu la joues. Qatar Commando, qui est un drop flash, qui est toujours aussi impressionnant, mais qui serait un des drop flash qui seraient probablement les premiers à partir s'ils éditaient un truc cassé qui fait à peu près la même chose. Mastermind, c'est toujours aussi bien. Malcolm, ça loot, ça va dans la soupe mid-range, on est content. Felia, c'est un 2-2 drop, un 2-2 flash avec upside. J'adore cet take-là, c'est trop cool. Snapcaster qu'on présente plus, Borrower, Hullbreacher, Phoenix, Flash. On reste sur le plan Phoenix Flash parce que c'est trop fort dans avec ta grosse patate là. Tishana. Alors Tishana, comme archiviste, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder. Pourquoi? J'ai pas mal lu, ouais, Tishana, on m'a plus pas mal dit, ouais, Tishana c'est pas bien, machin, machin. Ce genre de cartes, c'est pas des cartes qui vont vouloir attraper spécialement les fetch. C'est-à-dire que tu vas pas faire genre Archivist of Ogma tour 2, main phase, parce que tu te dis le mec s'il a un fetch comme ça il est obligé de fetcher. Non, fais pas ça. Tu vas pas Tishana quand le mec il fetch pour essayer d'attraper son fetch. C'est pas des cartes qui sont designées. Alors, archiviste moins, mais là je vais plus sur Tishana. C'est pas une carte qui a été designée pour attraper les fetch. C'est une carte qui a été designée pour attraper des triggers de pyroglyph, pour attraper des triggers de click, pour attraper des triggers de flash.
tu veux pas trader 3 mana contre un, simplement. Archiviste, c'est pareil, dans le sens où en fait, tu vas pas te commit pour attraper un fetch. Tu vas les attraper naturellement, les effets de tutor. Tu les attrapes naturellement. Et comme on dit, les effets de tutor, si tu peux les contrer, tu les contres. Évidemment, les fetch, tu peux pas. Mais globalement, c'est ça. Ce qui fait la puissance de cette carte, c'est que c'est une 2-2 flash qui va faire du 1 pour 1, à un moment. Et ça, c'est le floor, en fait. Mais le floor, c'est le même floor que celui-ci. C'est-à-dire que si tu joues ça, et que tu joues pas ça, j'exagère un petit peu, mais bon, t'as capté. Mais si tu joues ça et tu joues pas ça, t'es dans l'erreur, parce que ça, le ceiling est, dans ce deck en tout cas, beaucoup plus haut que ça. La plupart du temps, t'auras pas jamais grand-chose à blinker avec Félia, malheureusement, parce que Félia, c'est une carte cassée. Mais, la plupart du temps, t'auras pas des choses qui vont te rapporter de la valeur, tu vois, à blinker. Les trucs, j'ai fait le calcul, je crois, t'as peut-être... on va compter ensemble. Teferi, Ajani, tout ça, c'est pas bon à blinker. Donc ça fait 1, 2, 3. 4, à la limite, tu veux blinker ton flash, ok. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Ok, t'as un peu plus de trucs, parce que j'ai mis des trucs. Vous avez vu? Oulala, oulala. Bon, bref. Et en fait, ensuite, on arrive, donc on passe les bêtes, donc j'ai cuté pas mal de bêtes, on va voir ce que j'ai cuté après. Ah bon, on peut le regarder directement ici, mais on va voir ce que j'ai cuté après. Ici, on a toutes les cartes que je vois avant, plus les cantrips, et itération, du coup. Itération qui est là pour assumer le rôle de card advantage quand le roi n'est pas là. Itération que j'ai écarté assez naturellement au début parce que je trouvais que j'avais pas assez de cartes peu chères dans mon deck pour le rentabiliser. Aujourd'hui, j'en ai plus qu'avant parce qu'il y a eu des cartes peu chères, des interactions peu chères qui ont été éditées et je joue plus d'interactions peu chères qu'avant. Du coup, c'est mieux automatiquement. Ici, on a Occulte Épiphanie qui est venu se rajouter. Pique, on a la carte d'extrémiste, Pyroblast. Alex dit qu'il faut jouer un deck d'extrémistes contre bleu parce que passer les 3 premières rondes dans les tournois, tu joues des decks bleus parce que les mecs forts jouent des decks bleus. Et ben Pyroblast, tu joues un deck bleu, tu l'éclates si t'as ton Pyroblast. Ok, bon bah j'ai un Pyroblast dans mon deck. Jusqu'ici, ce Pyroblast, il a été méga clutch. Alors évidemment, c'est un peu plus... Enfin, c'est un vrai call d'extrémiste Pyroblast. Mais c'est quoi? J'ai rentré des effets qui lootent un peu plus. J'ai Shorikai tout en bas qui loot. Pourquoi pas? C'est une carte dans mon deck. Si je compte ce Pyroblast comme un land contre Yoshi, c'est pas un land, mais genre c'est vraiment une pochette vide. Hein. Mais en fait, bon, si je l'ai, hein, c'est tout. Hein. Je suis pas censé rencontrer Yoshi à 3-0 de toute façon. On verra. Moi, pour l'instant, je vais jouer avec. Ce Pyroblast, il a pris la place d'un Spell Pierce. Je pense, si vous voulez mon avis perso, c'est que si vous voulez jouer un très bon deck et pas faire safe, vous mettez un Spell Pierce dans le slot de Pyroblast. Si vous voulez être také contre bleu, vous jouez Pyroblast. Toute la suite de contre, Dim, oh là, magnifique. Tout ça, ça n'a pas changé. On a cette Mystical Dispute qui est venue aussi accompagner Pyroblast. Ici, le gros changement, c'est Shorikai. Alors ce Shorikai, je suis encore pas très sûr de moi. Ça doit probablement être un empereur. Comme je l'ai dit probablement précédemment, empereur, mon problème, c'est que c'est très mauvais contre Aragorn. Shorikai, c'est probablement... J'ai pas encore vu la carte dans le match-up, mais c'est probablement un peu mieux, même si c'est un play tap-out. S'il est résolu, on va dire. Ce Shorikai, il a été assez bon. C'est suite à l'écoute du Carder Commander, le podcast des Billanders, là où leur manager Ben dit qu'il a trouvé le Shorikai bon, que j'ai décidé de l'essayer. Suite à l'écoute de ce podcast aussi, que je vous conseille d'écouter parce qu'il est vraiment excellent. Il y a Elliot qui parle de peut-être faut revoir la structure du deck Aragorn. C'est aussi c'est ce qu'Alex dit, ce qu'Elliot dit. Je me dis, c'est des mecs qui sont plus forts que moi de toute façon. Donc je me dis, ils ont probablement raison. On va essayer de suivre. Tu vois? On suit, on va voir. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Ça a été quoi les changements? Alors juste une seconde. On va revenir à un autre truc aussi. Il y a quelque chose dont j'ai pas parlé dans la précédente vidéo,
Là, on va afficher cette usine de Mishra, mais... Ce que j'ai fait aussi avant ce tournoi, suite à la liste aux listes des ricains que j'ai vues, il y en a pas mal qui ont cuté les manlands. Parce que c'est des landes qui arrivent tapées. J'ai un peu fait très attention à ça récemment, où je me disais, est-ce que ça me fait perdre des parties d'avoir des landes qui arrivent tapées? Parce que maintenant qu'il y a les 3 surveil land, bah en fait, t'as plus la place de vraiment de jouer des manlands, et t'as vraiment envie d'avoir le tempo. Alors, est-ce que le tempo est plus important que le manland? Je pense que oui, aujourd'hui, dans ce genre de paquet, le tempo est plus important que le manland. La dernière innovation que j'ai vue des ricains, c'est qu'ils jouent usine de Mishra et Mut Caveau. Les landes incolores, ça coûte cher, j'en ai pas reparlé, mais dans Marchesa, cette Tectonic Edge, elle m'a pourri mes games, beaucoup. J'ai envie d'essayer de jouer cette Mishra Factory parce que j'aime beaucoup le fait que quand tu bloques, tu puisses en faire une 3-3. J'irai pas jusqu'à jouer le Mut Caveau parce que je pense que le Mut Caveau, c'est pas du tout une carte qui est faite pour ce deck. Voilà. Pour la comparaison des deux listes, donc ce que j'ai coupé dans la liste précédente et ce que j'ai rajouté ici, donc j'ai coupé dans les mômes, effectivement, parce qu'il fallait couper dans un truc. Si tu fais la genèse des decks de Magic, les mômes, c'est des cartes qui sont jouées dans des decks où tu n'as pas de cartes qui protègent tes menaces. C'est tes contres, en gros. Dans Death and Taxis, typiquement, tu joues les mômes parce que c'est des contres. Dans les decks bleus, tu joues pas les mômes. Voilà. C'est pas la première fois que je me fais cette réflexion. Évidemment, tout le monde va crier à l'extrémisme parce que Mother of Runes c'est une carte cassée. Mais je pense que je suis plus content d'avoir Ponder Preordain à la fin de la journée dans mon deck que Mer des Runes. True Name Nemesis, on est arrivé à un stade du... Ça me rend très malheureux de dire ça, mais on est arrivé à un stade du jeu où une 3-1 qui tue en... Faut que je fasse des calculs, c'est difficile, excusez-moi. 7 tours, c'est pas assez. Je pense. Voilà. Évidemment, dans les miroirs, c'est très fort. Mais le problème, c'est que c'est 3 mana et que c'est vraiment très cher de step out pour un truc qui fait pas de CA. Ou qui gagne pas la partie instantanément, quoi. Misdirection, on en a parlé tout à l'heure, c'est éclaté. Franchement, c'est éclaté. J'y arrive pas. Je suis désolé, les gars, j'y arrive pas. C'est... L'autre jour, je suis sur Modo, on me fait un wash away sur ma command zone, je fais une misdirection, ça marche pas. Oh, ça devrait marcher, mais ça marche pas. Donc ce fameux Spell Pierce qui est remplacé par Spiroblast. Denick, qui j'en avais déjà parlé, Denick c'est dur, voilà, on en est là, bon, c'est dur. C'est pas une mauvaise carte, mais c'est vraiment très très fair. Skyclave, ça m'a fait du mal parce que c'est vraiment excellent, mais Skyclave, c'est très mauvais contre contrôle, donc ça a dû prendre le cut pour laisser la place à toutes les autres joyeusetés. Le Painland qui a été remplacé par le Verge bleu-rouge. Et ce Pipin qui est un peu dans le badge des mobs. Je sais que je jurais un peu par ça, mais là, je me suis dit, faut que je fasse évoluer ma liste, faut que j'explore des nouveaux territoires. Donc c'est pas dit que je revienne pas que je revienne pas à l'ancienne liste. Hein. C'est juste que là, en fait, je me dis, la seule façon pour moi de faire évoluer ce deck, c'est vraiment d'explorer des trucs que j'ai pas fait encore. Et ça, typiquement, là, ce que vous voyez en face de vous, je l'ai pas encore fait. Et j'ai un tournoi le week-end prochain auquel je vous ferai un report, probablement petit report, hein, comme j'ai fait là à peu près dans la prochaine vidéo en fonction de comment ça se passe. Parce que si si je prends 0-2, retour à la maison, ça va être rapide. Mais en fonction de comment ça se passe, je vous ferai un report. J'espère que... Je pense que j'arrive à la fin. Je regarde mes petites notes. Oui, je crois que j'arrive à la fin. Ma conclusion pour cette vidéo, c'est que Marchesa, ça n'a pas été assez fort pour moi. Demain, si j'ai week-end prochain, mon tournoi, je jouerai à Aragorn. Le jour où je trouve un deck qui me convient et qui est capable de gagner un tournoi avec autant de stabilité qu'Aragorn, je jouerai ce deck. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, mais je vous invite à me faire des propositions en commentaire. Vraiment. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Dites-moi les commentaires quels seront les points d'amélioration. Voilà. Ciao!